Nous allons parler de la rencontre interculturelle. Avec Cal, nous vous promettons beaucoup d'enrichissement, mais aussi quelques petits malentendus. Les enrichissements pour la personne accueillie, clairement, c'est bien sûr le fait que vous lui offriez un toit, mais ce n'est pas simplement un accueil utilitaire. Vous allez aussi lui permettre de faire énormément de progrès en langue et aussi d'acquérir à votre seul contact certains codes socio-culturels de notre société. Mais l'enrichissement va aussi être pour vous. Dans le mot interculturel, il y a le préfixe inter qui parle de relation. Et donc, au contact de cette personne qui va venir vivre avec vous, vous allez avoir l'occasion de découvrir une autre culture. Comment va se passer cette relation? Tout d'abord, par le seul fait de vivre ensemble. Si je devais expliquer ma culture, ce serait compliqué d'une part parce que je ne suis pas forcément consciente des éléments de ma culture et qu'ensuite traduire sa culture dans le langage de l'autre n'est pas forcément évident. Ça va aussi passer par le dialogue et ce dialogue, pour être véritable, nécessite que parfois, pour un moment donné, chacun soit capable de se mettre dans la perspective de l'autre, à la place de l'autre. Nous vous promettons aussi quelques petits malentendus. Ces malentendus vont être tout simplement liés au fait de cohabiter ensemble et ne sont pas réservés à la relation internationale. On en a tous l'expérience, soit parce qu'à un moment de sa vie, on a vécu avec des parents, avec ses enfants, ou qu'on est tout simplement parti une semaine en vacances avec ses amis. Donc dans les exemples de malentendus interculturels, par exemple, nous avons celui de Carlos qui vient de Colombie et qui n'est pas du tout habitué à ce que les hommes se fassent la bise entre eux. Carlos est pas du tout homophobe, mais la première fois qu'un garçon est venu lui faire la bise, pour lui, ça a été un véritable choc culturel. Un autre exemple est celui dans une famille d'une jeune femme tibétaine. La personne qui l'accueillait avait souhaité laver son linge avec tout le linge de la famille. Et pour cette jeune personne accueillie, c'était impensable qu'on lui lave tout ce qui était ses dessous, son linge de corps. Et elle a dit à la personne, non, j'ai déjà lavé mes chaussettes et mes petites culottes. Très bien, dit la dame, donc maintenant je vais te montrer où les tendre. Et elle a dit, mais c'est déjà fait. Ah bon, dit la dame, mais où as-tu étendu tes culottes? Elle a dit, dans l'arbre, évidemment dans l'arbre. Et donc, cette personne qui a accueilli a beaucoup ri en imaginant la tête de son voisin, voyant dans le laurier sauce du jardin les petites culottes étendues. Alors, maintenant, on va se demander où se nichent ces fameux malentendus interculturels. Pour cela, il va falloir parler 2 secondes des schémas de communication et peut-être en amont avoir bien en tête que nous avons un schéma de communication qui n'est pas le schéma de communication universel. Pour nous, plutôt en Occident, nous avons une conception de la communication très utilitaire. Le but est de faire passer un message d'un émetteur à un récepteur. Dans d'autres cultures, il peut s'agir tout simplement de créer et d'entretenir une harmonie entre les personnes ou d'établir un lien de réciprocité. Dans ces cas-là, le oui éventuellement émis par une personne n'aura pas du tout la même signification que celle que nous lui attribuons habituellement. Il est toujours bon de le savoir. Donc, dans notre schéma de communication, moi, émetteur, je suis en train de m'adresser à vous, récepteur, ma cible, et de vous transmettre un message. Mais pour cela, pendant que je suis en train de vous parler, inconsciemment, je suis en train de coder mon message et de vous le transmettre par différents canaux. Ça va être par les mots, ça va être par la gestuelle, ça va être par le son de ma voix, mes intonations, nous y reviendrons. Vous, en train de m'écouter, vous êtes inconsciemment en train de décoder ce que je suis en train de vous dire. Comme nous appartenons grosso modo à la même culture, mes codages, mes canaux ne sont pas très mystérieux pour vous. Si nous appartenons à des cultures très différentes, là, il va y avoir une importance particulière à porter sur le fait, en cas de malentendu, en cas de malaise ou en cas de situation gênante, tout simplement de suspendre son jugement et de se dire, tiens, cette incompréhension, est-ce qu'elle ne viendrait pas éventuellement d'un malentendu interculturel ? Donc à présent, qui est ce fameux émetteur et ce fameux récepteur? Qui sommes-nous, nous les deux personnes, notamment dans le cadre de Calme, appelées à entrer en lien, en communication? Je vous propose de représenter la personne, de se représenter soi, un petit peu selon le schéma de l'oignon. Nous avons un cœur, nous sommes constitués de notre capital génétique, de notre âge, de notre éventuelle appartenance ethnique. Ensuite vient la famille qui vous fait naître dans un certain milieu social, qui va vous transmettre certaines valeurs. Puis vient la culture qui va vous transmettre des traditions. Là, vous allez peut-être aussi retrouver des religions ou une certaine façon de communiquer qui peut être aussi tout simplement régionale. Et puis les expériences de la vie. Avec l'état civil, est-ce que je suis mariée? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai l'expérience d'un divorce? Mes loisirs, est-ce que j'adore jouer au foot? Ensuite vient la famille qui vous fait naître dans un certain milieu social, qui va vous transmettre certaines valeurs. Puis vient la culture où vous allez vous habituer à certaines traditions, à certaines habitudes. Il peut y avoir aussi des religions qui viennent se situer à ce niveau-là.
ça. Puis les expériences de la vie avec l'état civil. Est-ce que je suis mariée? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai l'expérience de divorce? Aussi mes loisirs. Est-ce que j'adore jouer au foot? Est-ce que j'aime beaucoup jouer du oud, par exemple? Pour les personnes réfugiées, là va se situer l'expérience de l'exil et pour certains l'expérience de la guerre. Notre expérience à nous, à Singa, nous prouve que nous, les accueillants, nous avons l'impression que pour connaître la personne accueillie, c'est là, sur ce point-là, que nous allons nous focaliser, alors que nous venons de voir qu'il y avait une multitude de points susceptibles de faire le lien et de permettre de la relation et de faire connaissance. Nous avons donc tendance à nous demander d'où vient la personne, qu'est-ce qu'elle a vécu, quel est son niveau de traumatisme et pourquoi est-ce qu'elle est en France. Et en fait, il se trouve aussi que culturellement, en France, pour montrer à une personne qu'on s'intéresse à elle, on a tendance à lui poser des questions. Imaginez-vous dans un repas, assis à côté de quelqu'un que vous ne connaissiez pas et qui ne va pas du tout s'intéresser à vous, qui ne va pas vous demander ce que vous faites dans la vie ou si vous êtes marié. À la fin de la soirée, vous allez peut-être vous dire que cette personne ne s'est pas du tout intéressée à vous et voire même qu'elle est un peu égocentrée. Donc, ces deux choses font qu'on va avoir tendance à interroger la personne que l'on accueille sur ce point qui est pour elle un point évidemment de traumatisme. Et ces questions vont souvent être mal vécues par la personne réfugiée. D'une part parce qu'elle aura souvent subi beaucoup d'interrogatoires, parfois dans son pays, certaines fois de manière un peu musclée. Ensuite, elle aura été interrogée par l'OFPRA et parfois de manière un peu suspicieuse. Donc ça la ramène à des expériences négatives et il faut aussi savoir que faire raconter son histoire à une personne réfugiée l'amène à revivre une expérience traumatique. Nous ne sommes peut-être pas nous-mêmes prêts à recevoir certains témoignages. Ce qu'on vous invite à faire, c'est prendre le temps. Au fil de la relation, la confiance va se nouer et peut-être qu'à un moment de cette relation, la personne réfugiée sera amenée à vous raconter son histoire et à ce moment-là, vous le recevrez comme un cadeau.